Ma présentation s'intitule Le temps perdu de la recherche, diagnostic et propositions en vue d'une chronopolitique de la science. Je vais essayer de l'articuler donc en 30 minutes. S'il est bien une complainte qui revient dans les conversations des chercheuses et des chercheurs, c'est qu'elles et ils manquent de temps. Les avis ne sont pas complètement partagés, les diagnostics peuvent différer, mais ça ne fait pas obstacle à la banalisation d'un lieu commun que ce temps à consacrer à la recherche est rogné par une foule de tâches dont le lien direct avec la recherche n'est plus manifeste. Les exemples ne manquent pas, tirés de l'expérience personnelle, de choses vues ou entendues, de banalités échangées à la cafétéria ou après un séminaire. Parmi ces innombrables exemples, j'en prendrai un pour commencer, très symptomatique à mon avis. À l'occasion des 80 ans du CNRS, en avril 2019, le mathématicien Alain Cohn alerte sur les effets dévastateurs d'une temporalité discontinue dans l'exercice du métier d'enseignant-chercheur, métier qu'il redécouvre à l'université après enfin, des décennies passées à faire de la recherche hors fac. Et là, je le cite, parce que c'est vraiment un passage intéressant. J'ai commis une erreur d'accepter un poste de prof qu'on m'offrait à Paris. Je me suis laissé tenter et en loin, je me suis dit, j'ai assez fait de recherche, etc. J'ai accepté ce poste. Quand je suis revenu en France, j'ai quitté le CNRS tout de suite, et quand je suis rentré, j'ai commencé mon travail de prof, et je me suis aperçu à ce moment-là de ce que mon temps était devenu. Avant, quand je travaillais au CNRS, mon temps était un temps qui était continu, je pouvais réfléchir toute la journée. Bien sûr, quand on réfléchit à un problème mathématique, on n'a même pas besoin de papier et de crayon, on peut partir faire un tour à pied, on réfléchit au problème. Ce dont on a besoin, c'est de savoir que pendant 3 heures, pendant 5 heures, on ne sera pas interrompu. Quand je travaillais à l'université, je savais que j'avais par exemple 1 heure et demie pour réfléchir. Je commençais à réfléchir, etc. Mon cerveau se chauffait, il se mettait à disposition du problème que je regardais. Et puis quand arrivait un quart d'heure avant, je me disais, bon, bah, il faut que j'interrompe, j'arrête. Mon temps, si vous connaissez les mathématiques, il s'était transformé en ce qu'on appelle un ensemble de Cantor, c'est-à-dire j'avais plus, si vous voulez, d'intervalles suffisamment longs, continus, pour réfléchir. Et ça, c'est le miracle du CNRS, un miracle qui permet à de jeunes chercheurs de s'immerger complètement dans un problème de mathématiques, par exemple. Fin de citation. Alors certes, c'est énoncé par un grand savant récompensé par une médaille Fields, une médaille d'or du CNRS, depuis l'amphithéâtre Marguerite de Navarre au Collège de France, dans un site classé du patrimoine intellectuel français, lieu d'excellence et de prestige, mais cette restitution d'une expérience individuelle dit bien les effets de l'empiètement sur le travail des chercheurs et chercheurs, de tous ces reniements. Alain Cohn ne l'exprime pas dans cet extrait, mais cette interférence de tâches extra-scientifiques dans le temps de la recherche est à présent ordinaire pour les scientifiques chargés de cette recherche, y compris au CNRS. Alors au CNRS comme ailleurs, on sprint, on accélère, on perd son temps à essayer d'en gagner. Alors cet accaparement n'a rien de spécifique au monde de la science. La spirale incontrôlable de l'accélération aliène nos sociétés modernes avancées de fond en comble. C'est le diagnostic bien connu maintenant, souvent cité, qu'a proposé le sociologue allemand Hartmut Rosa dans son essai, son best-seller Accélération. La domination de l'impératif économique et la tyrannie de la satisfaction immédiate de l'intérêt marchand s'insigne dans le champ scientifique aussi, où le temps est une promesse d'argent, il le devient, et justifie une rationalisation de l'activité par et pour les techniques d'enrégimentement de la connaissance au service du marché. Alors c'est ce que je propose d'aborder dans cette séance, en plaidant la cause d'une politique des sciences qui fasse fi de l'impératif accélérationniste. Je le ferai après avoir mis en perspective quelques évolutions dans le milieu de la recherche. Alors par commodité, j'userai du syntagme chercheuse et chercheur pour qualifier tous les personnels des mondes de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, y compris donc les enseignants chercheurs, enseignantes chercheuses, tous statuts confondus. En revanche, on verra, l'accaparement et la colonisation du monde vécu professionnel sont très diversement internalisés selon les positions dans le champ, comme espace objectivement hiérarchisé de positions, mais aussi les carrières, le statut, titulaire, non titulaire, doctorant, postdoc précaire, les propriétés de classe, de genre, de race, ou encore les institutions de rattachement et les disciplines. L'homogénéisation d'une condition de chercheuse ou de chercheur qui vaudrait partout n'a aucun sens et c'est même suspect.
en ce que l'on peut être tenté d'universaliser une perception en réalité complètement située, et donc source de distorsions interprétatives. C'est pourquoi je tâcherai de ne pas généraliser, tout en essayant néanmoins de dégager des phénomènes observables, objectivables, par recoupement d'autres points de vue tout aussi situés. Alors je commence donc par un premier temps de diagnostic que j'intitule Haro sur le temps de recherche. Donc premier temps sur l'existant avec lequel nous devons composer. Alors j'évoquerai 3 éléments à lier, sans épuiser ce cadre d'expérience. Le management par projet, sur lequel j'imagine Bruno Canard dira quelques mots aussi. La doxa entrepreneuriale, mais aussi la consommation numérique du temps de recherche. D'abord, le management par projet. Alors, la littérature s'est accumulée sur les effets du management par projet sur la recherche. Au lieu d'en tirer les conséquences, les boutiquiers de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'ESR, qui enjoignaient de managérialiser, c'est imprononçable, la science au bénéfice de l'économie de la connaissance, ont intensifié le processus depuis des années, parce que c'est la stratégie à la sauce lisse-bolognaise depuis le tournant du millénaire, parce qu'il faudrait enfin rendre la connaissance utile par sa conversion en source de croissance sur un continent européen en proie au déclin, paraît-il, parce que c'est leur projet. En France, cette mission a été confiée à l'Agence nationale de la recherche. Si ce projet-là n'a pas fait consensus au début, force est de constater que, par imprégnation, parce qu'aussi les chercheuses et chercheurs ont été nombreux à être servis et ne peuvent plus cracher dans la soupe, par fatalisation encore, cette agence s'est durablement implantée dans le paysage de l'ESR depuis la fin des années 2000. Ce dernier paysage est depuis lors en proie, enfin, cet ensemble d'institutions est en proie à l'hétéronomie, c'est-à-dire cette mise au pas hétéronome de ces mondes sous couvert d'autonomie, la fameuse loi de Pécresse. Alors, il est frappant d'observer avec le recul combien ce processus s'est approfondi malgré les mobilisations, les demandes de correction de tir, les critiques, etc., et sans discontinuer sous des gouvernements de droite comme de gauche et de droite, donc de droite. Alors, je caricature des mécanismes et des dispositifs que d'autres ont analysés avec autrement plus de finesse, et je renvoie entre autres référence à l'ouvrage, pour moi vraiment important, La destruction d'université, paru en 2015, de Christophe Granger. Le management par projet a insinué sa mythologie, on le lit dans l'ouvrage, son vocabulaire franglais, une conception du travail d'équipe et du team building, son diagramme de Gantt, sa recherche de livrables, le télos qui nous fait courir. La recherche y est remplacée par des opérations de recherche. Elle est cadrée selon des axes et des méthodologies forcément transdisciplinaires, transversales. Elle est valorisable et est supposée répondre à des défis qui la transcenderaient. Plus c'est court, plus l'on court. Chaque année, une même rengaine, celle de l'appel. Les équipes se constituent en cherchant les crédits à l'appel, mais nombreuses sont celles qui, en bout de course, se prennent des pelles, vu le taux effroyablement bas de succès. Ce qui, pour tout un tas de raisons, que chacune et chacun s'efforce de rationaliser, ne les empêche pas de se soumettre l'année suivante, au risque d'un jugement par les pairs, pas toujours à la hauteur de l'enjeu. Cette gestion par la pénurie et la loterie de l'excellence, affame, elle banalise la compétition dans l'accès aux ressources contre la mutualisation de ressources pérennes qui pourraient être envoyées au laboratoire directement. C'est aussi une pertinence, on le mesure, aller remobiliser des collectifs de recherche qui avaient consacré des journées de travail à se plier au cahier des charges édicté par des collègues qui émargent dans les divisions de l'ANR, à pure perte, un grand gâchis d'argent public donc, pour que s'éternise la fiction néolibérale d'une concurrence libre et non faussée, d'un ESR pilotable, entre guillemets, par une bureaucratie qui investit de sens des tâches qui en sont en réalité dénuées. Deuxième élément, l'entrepreneurialisation de la recherche, la doxa entrepreneuriale. L'intendance des projets de l'ANR participe d'une superposition erratique des unités de temps qui chacune impose leur rythme. Parmi les cadres de projection temporelle, l'économie de la promesse n'est pas la moins saisissante. Le livrable du projet ANR, le livrable, quel mot terrible d'ailleurs, c'est d'abord la promesse d'une livraison. On peut donner à croire qu'on livrera quelque chose à moyen terme, quand la plupart du temps, la recherche est déjà à peu près sur les rails. On peut aussi promettre la Lune, ou Mars,
notamment dans les recherches les plus appliquées et aisément justifiables en termes de retour sur investissement et valeur de l'entrepreneuriat techno-académique, que c'est aussi un accélérateur des carrières. Il n'est pas surprenant que cela finisse par prendre de plus en plus tôt lors des études doctorales, et même avant. Les étudiantes et les étudiants sont désormais acculturés à cette doxa de l'entreprise scientifique et du capitalisme de la connaissance. À l'exercice laborieux de la connaissance approfondie, il paraît plus désirable de se mettre dans la peau d'un ou d'une start-upeuse, dans des universités qui veulent faire commerce de la connaissance, et initient à ces formats via des serious games et des cours obligatoires dédiés à la création d'entreprises. Ces évolutions ont été particulièrement bien mises en perspective par Olivia Chambard dans son ouvrage Business Model, qui vient de paraître cette année, enfin l'année dernière, que je recommande pour mettre en perspective ces évolutions qui sont aujourd'hui très ancrées dans l'université. Alors sur le plan de la recherche, le travail scientifique doit donc être compté, les investissements doivent être rentables, générer des outputs sous la forme d'articles et ou de brevets que l'on peut anticiper, rationaliser en termes de développement. Il s'agit pour les gestionnaires de la production de la connaissance d'ajuster des sources de financement, de les flécher de façon optimale en fonction des données bibliométriques, d'orienter par des carottes les agents et contremaîtres de cette production pour que soient livrés des blocs de connaissances qui pourront utilement gaver la masse de publications entrant en ligne de compte pour les classements d'établissements, Shanghai, etc. Par cette administration des stocks de savoir comptés et dûment déposés sur les bases de données bibliographiques, c'est aussi la bureaucratie de la recherche qui cherche à se justifier d'exister. Troisième élément que je souhaitais aborder de ce premier point, la consommation numérique de la recherche. Comme l'a montré Yves Gingras, le sociologue des sciences, l'article devient une unité comptable. On ne bâtit pas une œuvre, on ajoute des unités à sa liste de publications scientifiques certifiées. On se prête au jeu de la cotation de sa propre valeur par les outils de mesure de sa réputation scientifique, comme le H-index. L'influence devient facteur d'impact. La recherche revient ici à accumuler un portefeuille d'articles unités, qui sont autant d'actions à faire fructifier, non pas chercher pour élargir le spectre des choses connues ou à connaître, mais chercher pour signer, et chercher pour accroître son capital scientifique, son capital réputationnel. Loin de moi la disqualification de l'usage des réseaux sociaux numériques, car ils peuvent constituer aussi un bel espace d'expression et d'échange pour des communautés scientifiques qui se cotent dans cet espace, mais des usages sont à surveiller et qui participent aussi de cette évaluation permanente, notamment la transformation des scientifiques en influenceurs, jouissant dans l'instantanéité de leur impact sur les réseaux, du buzz, ou la recherche des petites gratifications symboliques viabilisées par les altmetrics, ces mesures alternatives de notoriété et d'impact des articles publiés en ligne sous la forme, par exemple, de j'aime sur Facebook, c'est quand même intriguant comme évolution, plutôt que de citations dans les appareils critiques des articles scientifiques, eh bien, cela pose aussi question. Cette sursollicitation des réseaux sociaux numériques, en l'occurrence Twitter, à laquelle nul n'échappe aujourd'hui, superpose une nouvelle strate de temporalité, et participe aussi de cette réévaluation, et détermine donc un régime d'attention, d'interaction et d'investissement. Il demande à tous les scientifiques de se démultiplier par un travail numérique chronophage. Je plaide coupable. Tout le monde n'y contribue pas d'ailleurs. Encore faut-il publier en amont pour entrer dans la danse des altmetrics et faire jouer à fond l'effet Mathieu dans la construction des réputations. Alors ces trois éléments, management par projet, doxa entrepreneurial, course à la notoriété, à la performance, à la réputation, que j'ai très rapidement évoqué, participent de la construction sociale, de l'expérience du temps de la recherche aujourd'hui, de sa transformation, de son altération. Les effets les plus délétères de cette course à la publication, de ce publish and perish, sont connus et suscitent l'inquiétude des comités d'éthique et de déontologie qui s'installent comme autant de fixes surmoïques du système. Crise de reproductibilité, overdose de publications à la con, captées par des revues prédatrices qui n'ont de scientifique que le nom contrefait, plagiat et autoplagiat de chercheuses et chercheurs pressés d'imprimer, augmentation des articles rétractés, confère Retraction Watch, le blog vraiment incontournable sur ces questions, etc., etc. Donc là, on voit de la fast science,
fast, hein, et qui est à la science bien faite, ce que la malbouffe hein, est à la fast food, sont à la gastronomie, hein, sinon ingérés, sinon régurgités à la poubelle la qualité. Et tout ça participe d'une espèce d'accélération dans la production de la science. Alors ça, c'était le diagnostic complètement déprimant, j'en ai bien conscience. Des propositions qui ne sont pas forcément de moi pour essayer de changer de cap. Alors les chercheuses et les chercheurs ne comptent pas leur temps de travail dans cet horizon-là. Elles et ils cherchent, hein, c'est leur vocation, leur passion, point. Cette indifférence à la contrainte temporelle est néanmoins un luxe, et on le mesure, pour ainsi dire. Et le revendiquer confine aujourd'hui, hein, celle ou celui qui l'exprimerait dans la classe des nantis de l'ESR. Avoir le temps de dédier son temps de recherche, en avoir le loisir, l'autonomie de gestion personnelle, ce serait bien le comble alors que les personnels sont rongés par la course contre la montre. Ce serait sacrifier au culte nostalgique d'un âge d'or, hein, celui de la condition scolastique, que Pierre Bourdieu définissait en connaissance de cause hein, depuis le Collège de France, comme, je cite, un temps libre et libéré des urgences du monde, qui rend possible un rapport libre et libéré à ces urgences et au monde. C'est dans les Méditations pascaliennes, page 28. Alors, près de 25 ans ont passé hein, depuis la parution de ces méditations, et l'on n'est plus dans le même monde. Hein. Le Collège de France, en plus de la recherche de pointe assurée par des professeurs en chaire, c'est aussi des chaires développement durable sponsorisées par le groupe Total. C'est l'innovation technologique optimisée sous l'égide de la Fondation Bettencourt-Schuller. C'est la collaboration avec la dite Université Paris Sciences et Lettres, hein, qui accélère beaucoup dans son registre, hein, PSL. Autant de patronage et d'associations qui attesteraient une ouverture de l'institution créée en 1530, l'ouverture sur l'économie dont je parlais tout à l'heure. Que faire pour se réapproprier hein, collectivement le temps de la recherche? Renouer avec cet idéal scolastique, hein, honni par les accélérateurs qui cherchent à faire incuber le savoir pour le rendre profitable. Alors j'aborderai donc quelques propositions pour essayer je les apporte sur la table, hein, qu'il s'agit de renverser cette table. Alors contre l'accaparement et l'accélération, la slow science et la désexcellence ont été érigés par divers collectifs à la fin des années 2010, des années 2000, pardon, en France et ailleurs, hein, notamment en Belgique, comme une stratégie effective. Il existe même une charte que chacune est libre d'endosser dans sa pratique de recherche pour que l'on porte une autre conception de la connaissance, la qualité plutôt que la quantité, le soin et l'application dans le travail scientifique plutôt que la recherche à la va-vite. Cette charte préconise en outre, et là je le cite, un recentrage sur des valeurs favorisant l'émergence d'un travail de qualité, partage, désintéressement, honnêteté, plaisir. Plaisir, le mot à bannir. Cette décélération intentionnelle, hein, pour user de termes de Hartmut Rosa, constitue une opposition idéologique pleine de sens, hein, de contresens, au sens linéaire de l'accélération, si on peut dire. Mais avec le temps, on peut convenir que ce ralentissement n'a pas convaincu outre mesure, hein, et que c'est intensifié la pulsion accélérationniste. Rares sont les chercheuses et chercheurs à s'en revendiquer et à ralentir. Pourquoi? Alors parce que c'est coûteux hein, du point de vue des logiques de carrière dans le champ scientifique. Publier moins pour publier mieux, c'est de bonne méthode, hein, et c'est la perspective d'accroître un corpus de savoir qui pourrait avoir du sens, hein, mais cela suppose de se déprendre de l'emprise bibliophage, de la pulsion bibliométrique. Le faire dans son coin revient aussi à sortir de la course, dans l'indifférence, et peut-être aussi le mépris des collègues qui s'épuisent pendant ce temps-là dans leur sprint. Au tournant des années 90, le mot d'ordre de la science ralentit et émerge pourtant hein, par le constat des vertus d'une planification longue de la recherche, le sens fort hein, de la planification, observé notamment en URSS, hein, mais juste avant la chute. Ça permet d'exercer le genre de recherche, ça leur permettrait, hein, selon les gens qui se rendent compte que ça peut avoir des vertus, hein, donc d'exercer des recherches qu'il est impossible et même contre-productif de couler dans le moule d'un management à court terme. S'il est un mot que les ralentisseuses et ralentisseurs de sciences se plaisent à citer pour résumer cet état d'esprit de la découverte, un mot qui pour moi a vraiment beaucoup de prix, c'est celui de sérendipité. Serendipity, c'est plus beau en anglais. Aussi imprononçable hein, qu'énigmatique, mais qui dit bien la saveur et la fécondité de la recherche à tâtons, hasardée sur des sentiers non prévus, après d'heureuses découvertes faites par hasard ou coïncidence dans le temps long d'une recherche. Alors comme l'a souligné en l'occurrence Robert Merton,
fondateur de la sociologie des sciences, qui l'a remis dans le jeu dans les années 40-50. Donc Merton, qui est par ailleurs l'un des pionniers de la bibliométrie, avec son collègue Eugene Garfield, donc qui a contribué à réactiver cette force heuristique de la sérendipité dans les années 40. Cette disposition n'émerge pas complètement au hasard, dit-il, la sérendipité, ce qui permet de faire des découvertes. En l'occurrence, il faut des infrastructures, des institutions qui peuvent y incliner sans tordre l'esprit scientifique dans un sens comme dans un autre. Parmi les ingrédients, qui est cité par Merton, et par les autres chercheurs qui se réclament de la sérendipité, le temps scolastique qui permet de chercher sans pression ni empressement. Et Merton évoque les découvertes d'un Thomas Kuhn, physicien ayant bifurqué dans l'histoire de la physique, à l'origine d'un changement de paradigme dans tant de disciplines, dans les années 60, et en l'occurrence c'était à Harvard, puis à Stanford, et en Californie. Alors certes, cette illustration par Thomas Kuhn, et Thomas Kuhn, en termes d'influence, c'est quand même énorme. Donc cette illustration, c'est le comble de la science élitiste à l'américaine, j'en ai conscience, et Merton en a conscience. C'est entretenu depuis le campus privé de Harvard, mais la leçon qu'en tire Merton pour l'administration de la recherche n'est pas dénuée d'intérêt. C'est sur le système de la recherche, le système qu'il faut agir, en même temps que sur les structures normatives de la science comme activité. Et ces structures normatives, ce système de valeurs partagées auxquelles les scientifiques tiennent, et quand on les interroge, ils énoncent ces valeurs, c'est l'éthos, au sens fort que donne Merton à ce terme. En l'occurrence, ces valeurs, c'est l'universalisme, c'est le désintéressement, c'est le communisme, il emploie ce terme dans les années 30, avec un sens très précis, le scepticisme organisé, et rien de moins que ces valeurs qui sont à la fois intellectuelles et professionnelles pour faire un monde, la communauté scientifique. Honorer ces principes induit de fait une certaine conduite dans l'ordre temporel. Il s'agit de prendre le temps de bien observer ces valeurs, les observer, les honorer. La critique rationnelle, par exemple, et l'organisation du scepticisme, ça ne s'improvise pas. Le désintéressement, de même, met à distance le tropisme de l'intérêt immédiat et sa maximisation pour des fins autres que scientifiques. Sans parler de la libido sciendi, le plaisir dont je parlais tout à l'heure, de la passion pour le savoir, qui, de fait, place les savants dans le mépris souverain des gratifications matérielles. Pourvu qu'elles et ils puissent s'adonner à leur position, à leur passion, peu leur en importe de porter une Rolex à 50 balais. En même temps, comme le souligne Eugene Garfield, dans une tribune parue en 90, où l'idée même de science lente et stable, the slow science stable, est explicitement introduite contre la mobilisation de la science dans l'urgence pour résoudre de grands problèmes de la société, qui le sont encore d'ailleurs. En l'occurrence, c'était la guerre contre le sida ou le cancer. Garfield écrit « La découverte inattendue est un phénomène exceptionnel. La plupart des avancées scientifiques découlent d'une recherche à long terme, persévérante et méthodique. Ce n'est pas ce qui fait les gros titres ou les reportages télévisés, mais c'est la façon dont la plupart des sciences fonctionnent. » Alors, à l'aide d'indicateurs bibliométriques, de croissance ou de production scientifique, ceux qu'il a mis au point, en référence à diverses découvertes nobelisées des décennies après, Garfield souligne la force du temps long et la stabilisation du soutien matériel et politique pour toutes les recherches, des plus inattendues et fracassantes, jusqu'à celles qui ont demandé une longue maturation et beaucoup de travail d'équipe, et donc l'entêtement de chercheuses et de chercheurs persuadés que l'effort en valait la peine. C'est ça qu'il met en avant. Alors, l'emphase mise sur la recherche fondamentale, désintéressée et pure, ne signifie pas pour autant, et ça c'est un point vraiment capital, que la recherche appliquée ou la recherche technologique sont délaissées, bien au contraire. Les tenants du ralentissement de la science n'ont jamais valorisé un tel modèle. Les sciences appliquées, travailler sur les techniques, devraient aussi bénéficier du temps long et de la stabilisation des conditions de travail des professionnels de la recherche fondamentale. Contre la doxa de l'innovation de rupture, du neuf qui n'en est jamais complètement vraiment, quand on regarde de près, de la créativité sans limite, l'on gagnerait aussi à intégrer la slow tech, la low tech, l'infrastructure qui dure, la continuité de service dans les technologies, dans la préinvention, dans l'invention qui dure. Et là, c'est la figure du travail bien fait, de la technique au sens élargi, qui inclut les corps et le faire, du faire ensemble, qui, à l'inverse du fétichisme technicien, met en avant aussi une planification dans le temps long de la recherche
sur les techniques et la recherche appliquée, qui doit être en symbiose aussi avec la recherche fondamentale. Donc au passage, cette façon d'envisager les recherches appliquées et à planifier pose une conception exigeante de la démocratisation des choix scientifiques et techniques par la délibération en amont et en continu sur les effets et la pertinence des usages que ces recherches dessinent en fait et en puissance, puisqu'elles devraient inclure aussi des acteurs, des actrices qui vont au-delà de ces seules communautés scientifiques directement concernées, puisque là on a affaire à du temps long. Donc forcément ça inclut la société. On pourra en reparler plus tard, ça excède un peu le propos d'aujourd'hui. Un autre point, pour finir cette seconde partie, qui me semble essentiel, il a à voir avec l'administration de la recherche. On met certes l'accent sur l'enfer des procédures et des règles bullshitogènes du management de la recherche pour les scientifiques, mais le quotidien de tous les personnels de l'ESR, comprenant les agents des bibliothèques, les ingénieurs, les personnels de l'administration, les personnels techniques, les agents des services sociaux de la santé, sont tout aussi aliénés par la destruction méthodique de leur milieu professionnel, par la réunionite, la gestion à la va-vite, les audits et les règles qui n'ont aucun sens. Leur contribution essentielle est tout aussi contrariée au sein d'établissements gouvernés comme des entreprises. Et c'est pourquoi la réappropriation du temps, par et pour la recherche, suppose également la reconstruction d'une administration de la recherche qui ait du sens pour les personnels qui l'assurent quotidiennement. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Et souvent, les BIATS, entre guillemets, cet acronyme atroce, sont laissés de côté de ce questionnement. Et quand on dit changer la recherche, c'est changer la recherche et le milieu de tous les gens qui participent à ce développement collectif. Je termine par une conclusion qui se veut assez ouverte et politique, puisque c'est quand même un séminaire politique. Si un objectif désirable est de trouver les moyens d'instaurer des jours heureux de l'ESR, rêvons un petit peu après cette première partie horrible, alors la réappropriation du temps de la recherche, et plus généralement de la vie intellectuelle dans les établissements du supérieur, est une problématique inévitable. Et rien de plus compliqué en revanche, car cela demande de suspendre un temps l'espèce de fuite en avant des cerveaux dans la course à l'excellence. Cela demande d'interrompre cette évidence désormais installée dans nos institutions, ce qu'il en reste. Ça demande de dire stop. Et cette interruption de service serait un préalable à la reprise en main collective contre la dépossession dans les institutions publiques de l'ESR, voilà, depuis maintenant des années et des années. On peut y voir une analogie avec la Constituante, prologue à l'instauration d'un nouveau régime politique, la 6e, pour en finir avec la monarchie présidentielle. Également instauré finalement dans les établissements universitaires. Nous aussi, on a des PDG, on a aussi des présidents qui décident dans leur coin avec des conseils d'administration cooptés. Alors ce travail sur la resynchronisation des temporalités de la recherche relève de ce que Hartmut Rosa nomme joliment la chronopolitique, à savoir, je cite, le fait de savoir qui définit le rythme, la durée, le tempo, l'ordre de succession et la synchronisation des événements et des activités. Donc une politique des sciences, telle que je l'ai un petit peu esquissée, est donc nécessairement une chronopolitique des sciences, une autodétermination des communautés scientifiques, rétablissant les conditions de leur organisation selon leur propre cadence, et non depuis des critères complètement irrationnels qui viennent de l'extérieur, notamment d'une bureaucratie qui n'a de perspective que ses propres projets. En revanche, malgré l'obstination de collectifs divers et souvent alliés, de syndicats ou d'initiatives plus ou moins suivies d'effets, de tribunes en pétition, parfois des milliers de personnes qui signent, qui en ont marre de voir que leur temporalité est gangrénée par ce management, etc. La rupture avec les politiques de la recherche et de l'enseignement supérieur se heurte à une fin de non-recevoir depuis longtemps. Combien de manifs Un changement de cap n'est, et là il faut être réaliste pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour des pouvoirs politiques en place depuis des lustres. Et les tauliers de l'ESR gouvernemental peuvent hélas s'autoriser du soutien par défaut, de l'indifférence d'une fraction toujours plus importante de cette communauté asteignée, ou encore, et là c'est encore pire, de la conviction d'une partie de cette communauté, une partie non négligeable de celle-ci, qui finalement a accepté de piloter à vue
son milieu, son monde, avec les outils d'un marketing politique, des sciences et de classeurs Excel. Les forces du champ politique sont rares, hein, qui assument une autre chronopolitique de la recherche, telle que je l'ai encore une fois rapidement brossée. Certaines auraient tendance à l'endosser, mais comme elles ont pu révéler leur conformisme et leur manque de témérité une fois aux affaires, je pense au PS. Bref, le constat d'un choix très réduit est sans appel. Inutile de souligner ici qu'il est néanmoins des bonnes raisons de ne pas désespérer. La servitude volontaire des damnés de la recherche n'est pas une fatalité, pourvu que les communautés encore vives de l'ESR réalisent en conscience de cause que l'arène de la chronopolitique induit un déplacement à maîtriser dans celle de la politique tout court, des communautés insoumises au business as usual qui règnent dans les facs, insoumises aux unités de temps qu'on leur impose, insoumises à l'injonction à marcher au pas de course, ici et maintenant, dont acte, peut-être pour 2022. Et j'en ai fini par cet appel.